Et bon, on y va. Alors, chers amis, Erev Tov, bonsoir. Notre rendez-vous du lundi soir. C'est toujours rare de pouvoir enseigner la rapporte et je vois qu'on a beaucoup de retours. Je vois que ça intéresse beaucoup de monde. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Les Arba mots de la Torah, c'est la présence divine. Donc, on amène Dieu. Et parfois, on peut ne pas le ressentir, mais sachez que c'est vrai, ça fait partie de notre émouna, de notre croyance, qu'apprendre une halakha, apprendre un comportement, un beau comportement, eh bien, c'est amener la shrina dans notre monde à la présence divine. Donc, continuons. Et répétons toujours ce Mahamar Chazal, depuis que le Beth Amikdash est détruit. Les 4 coudées de l'halakha, donc de la pratique des mitzvot. Avant, comme d'habitude, un petit mot sur la parashat Vayishlach. On sort donc de la semaine dernière, a été Yaakov, Miber Shava Harana, donc Yaakov sort de l'Akdusha, sort de la maison de son père, sort d'Eretz Israël et va dans un Makom, dans un endroit qui est Harona chez le Makom, ça veut dire où la colère divine s'exprime, ça veut dire où on est encore très loin de la proximité divine, où on fait Avodah Zarah, etc. Et il arrive à faire tout ce travail que la Chassidut développe, que la Kabbalah développe, un travail fabuleux qu'il a fait de ce qu'on appelle Birur Hanitzotzot, de trier le bon du mauvais, de tirer la vraie graine et de laisser donc livrer de ce qui est moins bon. Ça, c'est le travail de Yaakov. Maintenant, Vayishlach, une fois que maintenant il est prêt à se rapprocher de Esav, il va quitter Lavan, il va quitter Haran, et il revient vers Israël. Il sait que son frère Esav est toujours très en colère contre lui. Qu'est-ce qu'il fait? Yaakov va Ishlach Yaakov mal achim lefanav el Esav Echav. Achim, pardon. Vers Esav, son fils. Et Rachid nous expliquait Malachim Mamash. Vrai Malachim. Les vrais Malachim. Malachim, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire un ange, un être spirituel. Ça veut dire quelqu'un qui a un shliach. Il est mis à l'air, il amène ma mission, il transporte ma mission. Rachid dit attention, non, on parle maintenant d'un malach, on parle d'un ange, d'un être spirituel. Bon, il y a beaucoup de pshatim ici, mais déjà le pshat pashut de Rachid, c'est cela. Et la question se pose, qu'y avait-il de tellement important aux yeux de Yaakov d'envoyer vraiment, si j'ose dire, des personnages, des êtres, des créatures qui sont des gens, donc qui sont au-dessus de tout soupçon, dont on est sûr qu'ils vont faire leur mitzvah. En quoi c'était si important de se rapprocher comme ça de Esav? Là, je m'écarte un peu de mon chemin habituel et on va faire appel donc à des concepts chassidiques. Au prochain, je m'adresse à un grand public qui connaît la chassidoute ou bien qui en voit de la connaître. Au prochain, mais puisqu'on est dans le mois de et puisqu'on est dans le mois qui se lève, le mois qui brille par Yud qui se lève qu'on a passé, qui brille par Yutet qui se lève et qui brille par Chanukah. C'est un mois donc de chassidique, c'est un mois de lumière, c'est un mois de présence divine. Et donc, parlons de Pnimiyut Torah. Pnimiyut Torah, la Chassidut nous explique, regardez dans Admor HaZaken, dans Torah Or, nous explique que, en fait, Yaakov envoyait des malachim, des anges, mamash, des vrais anges, des écritures spirituelles, parce qu'ils avaient une mission très très forte à faire, qui était quoi? La mission, c'était de pouvoir s'unir à Esav. Qu'est-ce que ça veut dire s'unir à Esav? La Kabbalah explique que le shoresh, la source de Esav, c'est de Olam Atohu. Le monde qu'on appelle Tohu, ça veut dire où les lumières étaient tellement fortes qu'elles ne pouvaient pas s'imbriquer, s'auto-supporter. Chacune restait à sa place, et donc il y a eu cette fameuse expression que l'on a entendue, Shvirat HaKelim, le bris des vases, et puis donc c'est
lumières là en question sont descendues dans ce monde. Ça veut dire que le Shoëf de Esav, Esav, n'oubliez pas, c'est le frère de Yaakov, c'est le fils de Rivka, c'est le fils de Yitzhak. Il avait en lui une puissance fabuleuse, fabuleuse. Et Yaakov pensait que pendant ces 20 ans où il s'était absenté de la maison de son père, il avait continué son travail, et ça, malgré ses mauvaises midotes, et qui est arrivé à un niveau où il pouvait s'unir à lui. Donc, grâce au travail de Yaakov, qui a fait tout le travail avec les animaux, comme vous voulez, les mettre tachetés, mouchetés, etc., il pouvait enfin s'unir à son frère Esav. Et pour cette mission, il a envoyé, pour s'assurer que c'était possible de faire cela, il a envoyé des malachim mamash, parce que c'était vraiment une mission très, très difficile. Malheureusement, les malachim reviennent et disent, oui, ton frère, c'est toujours Esav. Il n'a pas fait le travail qui lui était demandé. Et si vous regardez bien, dans le passage, il y a même un remez, c'est dit Vayei li shor vechamor. Il lui dit j'ai shor vechamor, il était prêt à donner à Esav, à son frère, shor vechamor, des bœufs et un âne. Il nous dit, le Shnei Mufrot Abrit, les Sifrei Kabbalah nous disent que là, Yaakov était en train d'être méramez. Il est en train de donner en allusion à son frère que Mashiach, sur lequel chacun sait qu'il viendra, il est censé venir en tout cas sur le dos d'un âne, et bien Mashiach est prêt à se dévoiler. Et donc cette symbiose, cette union entre l'amida Tatiferet, l'amida de Yaakov et les orotes de Tohu, les orotes extraordinaires du monde de Tohu, qui sont le Shoresh, qui sont la source de Esav, et bien c'était le Mashiach qui venait. Malheureusement, l'autre côté, à savoir Esav, n'était pas suffisamment bon, elle n'avait pas fait son travail. Ça, c'est la Chassidische Paracha. J'invite chacun à faire ça à Biyoun, à étudier ça à Biyoun, pour bien pénétrer, vivre avec, pendant ces mois, pendant ce mois, entre Biyoun et entre peut-être qui se lève, vit bien. Savoir qu'on peut amener ces orotes, il y a beaucoup de lumière dans le monde, en faisant mitzvot, en faisant la Torah, on peut les amener. Mais nous dit le Rabbi, tout ça, c'est à l'époque de Yaakov et de Esav, que le birour de l'autre côté du Léomadze n'était pas fait. Le Rabbi nous affirme, ça c'est la force extraordinaire du Rabbi, qu'après toutes les générations qui sont passées, les milliers d'années qui sont passées depuis Yaakov Avinu, l'étude de la Torah, les tfilotes, les souffrances aussi du cas d'Israël, la conjonction de tout ça fait que le Olam Acher, il est déjà Mevoura. Même que quelquefois les yeux ne nous montrent pas, mais les tzadikim voient que la chose est vraie. Que le monde est Mevoura, il est prêt. Vous savez très bien, dès que vous parlez de Mashiach, même avec des non-juifs, ça résonne en eux. Ça leur parle. Sauf exception, bien sûr, mais ça leur parle. Tout le monde attend quelque chose. Tout le monde voit que dans ce monde, il faut un au-delà, il faut quelque chose de plus fort. Et je vais finir avec cela. Donc, ça nous donne une très, très grande mission que quoi? Puisque, nous dit le Rabbi, à Olam ou Mouchan, le monde, il est prêt. Les Malachim sont revenus et ils ont dit à Yaakov, à l'époque, ce n'était pas encore le temps de la Géoula, mais viendra un jour, c'est notre génération à nous, oui, c'est le temps de la Géoula, où on continue notre travail, on continue à être Mevarer Esav et Mevoura, comme le dit le Rabbi en Amérique, par exemple, aux États-Unis, c'est une Medina Shel Chesed qui favorise le développement de la religion, de la Torah. Beaucoup d'institutions sont subventionnées par l'État, donc par l'argent, par les deniers des Américains, des non-juifs. C'est le Rabbi qui affirme cette chose-là. Bien sûr, des garmaïs wavides, par intérêt, certes, mais dans les faits, c'est un fait. On donne à manger à un pauvre, même si on le fait par intérêt, le pauvre, il mange. Donc, on est arrivé maintenant à un temps, de le temps que nous avons, après toutes les galoutes que l'on a suivies. Après, insiste le Rabbi que maintenant, il y a eu Gilouï Torah Tarsidou, qui est, comme chacun le sait, la Achana, les Geoula. On dit maintenant, on sent un petit peu, on nous parle des mondes supérieurs, bien que ça nous paraît complètement au-dessus de notre compréhension, certes, parce que la compréhension est limitée et la perception divine est illimitée.
Donc maintenant, le Olam finit le Rabbi. Kulo kvar mukhan le Geoula. Il est déjà prêt pour la Geoula. Et il ne nous reste plus que quoi? Chez Outit Galé Poal, la Mazé Agashmi, Vetechef ou Miad Mamash. C'est les mots du Rabbi. Donc, de toute cette shlichut de Yaakov à son frère, c'était en microcosme déjà le début de la Géoula. Mais l'autre côté n'était pas Beborar. Et ça n'était pas encore arrivé à ce niveau de raffinement de pouvoir prendre ces extraordinaires lumières et pour aller descendre dans notre monde. Mais le Rabbi nous affirme, nous faisons confiance au Rabbi, nous savons que tout ce qu'il a dit, toutes les votes qu'il a dit se sont réalisés, les brachot qu'il donnait se réalisent. Donc dire que maintenant c'est Yasman Yulatchem, on doit le ressentir dans ce mois de Kislev, ce mois de lumière, ce mois de Chassidut, ce mois où on se réveille dans la voie de Hashem. On tâche de faire en sorte que notre chilote soit plus cham, soit plus chaude, soit plus fervente. On est Mebakesh, n'ayez pas peur, vrai, messieurs, mesdames, messieurs, de demander à Hashem. Il faut ressentir que Hashem, c'est Avinu, c'est Malkenou, c'est notre père, c'est notre roi. Mais on dit Avinu, c'est d'abord notre père. Chacun sait, un enfant, il sait, quand il y a besoin de quelque chose, on va chez papa, maman. Et bien, on va chez papa, maman, on va chez Hashem, et on lui demande, tu nous amènes, Mashiach, Techefoumi, Adbezat Hashem. Voilà donc un petit enseignement de la paracha, une vieille paracha, des milliers d'années, mais elle nous parle. Elle nous dit qu'il y a Zman Yulatrem. Revenons donc maintenant, après avoir nous être réchauffés par ces quelques mots, et surtout par le temps que l'on vit, savoir ressentir le mérite que l'on a d'être dans le mode qui se lève. Tout à l'heure, au travail, on m'a demandé, vous allez dire quelques mots. Peut-être qui se lève, mais je suis déjà pris à Créteil. Quelques mots quand même. Voilà, on me donne quelques mots. Chacun a une petite intervention, donne son ressenti, et puis comme ça, on se bouge. Et ceux qui ne sont pas encore bougés, parce qu'ils sont pris dans le train-train de la vie, du travail, de la parnassa, eh bien, j'ai toujours le temps de se rattraper, de se lever 10 minutes plus tôt peut-être, avant la tfila, de faire quelques mots de chassidut, quelques mots d'une sikha du rabbi, comme ça, même bekitsour, même en résumé, mais savoir qu'on vit une période. Et il faut le savoir. Si vous ne savez pas, vous vivez la période, elle peut passer comme ça sans qu'on la ressente. Mais si on vous dit, sache que maintenant tu vis une période particulière, éclairée, embaumée, illuminée, si on te le dit, on te le répète, eh bien, tu vas ressentir combien tu es illuminé, combien tu es embaumé, combien tu sens bon, combien tu es éclairé par cette chose-là. Donc, revenons à la chôte, je vais vous résumer en quelques minutes ce que l'on a vu la semaine dernière. Nous avons commencé donc un cycle d'études de Bassa Bachala. Et je vous ai apporté donc les principes de Bassa Bachala que par 3 fois dans la Torah nous dit, nous enjoint l'eau Tevachel Gedi Bachalevimo. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Donc ça, je vous explique que c'est vraiment au sens large. C'est pas seulement le chevreau, c'est tous les animaux théorim. Je ne dis pas ksherim, théorim. Tous les animaux qu'en faisant shrita et tout, eh bien, on peut les manger. Mais un animal qui est tamé, comme du cheval par exemple, il n'y a pas d'interdiction de Bassa Bachala. Quelqu'un qui mange du cheval au beurre transgresse l'interdiction, le lave, de manger du cheval, mais on ne lui rajoute pas l'interdiction de Bassa Bachala. Donc 3 fois. Une fois, on nous dit qu'il est interdit de cuire ensemble la viande de bœuf avec du lait. Deuxième point, on n'a pas le droit de la manger une fois qu'on la cuit. Troisième interdiction, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Imaginons qu'une personne n'était pas au courant, il a cuit, on lui dit voilà, c'est interdit, tu as cuit, tu n'as pas le droit de manger. Alors il dit bon, ok, je vais en faire cadeau, je vais le vendre. Même ça, c'est interdit. Voilà ce que nous avons dit la semaine dernière, en rappelant bien sûr que les principes généraux de la Torah s'appliquent, à savoir qu'il y a le concept de bitoul. Si vous avez, on va dire, 10 grammes de lait qui tombe dans de la viande, eh bien, si vous avez 60 fois les 10 grammes, 60 fois 10, ça fait 600 grammes. Si vous avez une marmite dans laquelle il y a 600 grammes de tafil, viande et eau, etc., donc les 10 grammes seront batel béchichim, s'annuleront par un volume 60 fois supérieur à son volume à lui. Ça, c'est le principe de bitoul. Je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure.
C'est la raison pour laquelle, quand on a un tel accident à la maison, on fait toujours les comptes. Combien de lait est tombé dans la soupe de viande? Combien de viande ou de jus de viande est tombé dans le lait? Et selon les quantités, parfois, on peut permettre. J'avais dit aussi que le bassar off, le poulet, la dinde, ne rentre pas dans l'interdiction de bassar bechala. Cela veut dire que Minatora, on peut faire cuire du poulet avec du beurre ou du lait. On peut tirer profit de la viande de poulet avec du beurre. Et on peut même manger du blanc de poulet cuit au beurre, Minatora. Les Chachamim ont interdit de consommer. Interdit, si vous avez du poulet de 100% tachère, le meilleur gérib, et qui a été cuit avec du lait, du beurre, on ne peut pas le manger. Par contre, interdiction de ana'a, profiter, tirer profit, et l'interdiction de cuire, les Chachamim n'ont pas interdit. Sauf dans certains cas à cause de Marit Aïn. Après le din, les Chachamim n'ont pas interdit. Mais vous savez qu'il y a autre chose qui est le din, qui s'appelle Marit Aïn. La différence entre une vraie interdiction des Rabbanan et Marit Aïn, elle est tenue. Quand c'est un vrai issur des Rabbanan, on ne discute jamais, il n'y a pas d'exception. Quand c'est Marit Aïn, dans certains cas, c'est de Roubaix, dans des cas spéciaux, on peut quelquefois faire une cuisson donc de Bassar Off Bechala. Bon, sauf cas par cas, si vous avez la Sheila, vous demanderez. Mais sinon, c'est interdit à cause de Marit Aïn. Ensuite, je vous avais la viande de bœuf, de poulet. Ensuite, j'ai parlé du poisson. Le poisson, je vous avais expliqué que le poisson avec du lait, j'ai expliqué qu'il y a une grande marloquette dans les poskim. La tendance des poskim ashkénazes, c'est de permettre donc une pizza au fromage avec du saumon, ce serait permis dans le monde ashkénaze en général. Bon, beaucoup sont marqués, bon, libre à eux. Mais en tout cas, le rov des poskim permet. Dans le monde sfarad, on est plus marqués dans cela, c'est de ne pas manger donc une pizza au fromage avec du poisson. Je dis bien avec fromage ou lait. Si, au lieu de mettre du lait ou du fromage, vous mettez du beurre ou de la crème fraîche, ou du yaourt, surtout du beurre et de la crème fraîche. Alors pourquoi? Je suis bien en peine de vous le dire. Hein, vous savez, tous ces gnanim, c'est des gnanim de sakana, ce n'est pas du sourd, c'est sakana. Bon, ce que nous dit les Chachamim, ils nous le disent. Nous, on n'est pas capable de déterminer de nous-mêmes qu'est-ce qui est sakana, c'est ce qui ne l'est pas. Voilà, donc chacun suivra son minag. Et bien sûr, comme je vous ai dit, comme c'est interdit de béana, de la viande de bœuf, donc il sera interdit en cas d'accident, en cas où un enfant aurait mis du lait dans la soupe de viande, on ne pourra pas le consommer, on ne pourra pas le donner non plus à la femme de ménage. Parce que faire un cadeau à une femme de ménage, finalement, elle nous rendra une espèce de reconnaissance, elle aura une certaine reconnaissance en notre égard, et ça, c'est une ana. Donc, il faut le jeter. Voilà donc le din du lait avec toutes sortes de viandes, de bœuf, de poulet et de poisson. Une halakha que je vous apporte ici, puis on va commencer maintenant les nouvelles halakhot, après 2 ou 3 questions que vous allez me demander. L'interdiction de bichoul, nous avons dit, c'est cuire de la viande avec du lait. Mais sachez que il peut arriver dans son travail, dans une fille au père qui travaille dans l'hôpital, etc., elle peut être amenée à cuire un morceau de viande dans une casserole de non-juifs qui aurait contenu du lait dans les dernières 24 heures, dans lequel on aurait fait cuire du lait dans les dernières 24 heures. C'est ce qu'on appelle une casserole qui est batioma, fils du jour. C'est une expression pour dire dans les dernières 24 heures, on a fait du lait. Par exemple, le matin, on a fait bouillir du lait dans une casserole. Et puis, un juif, il a la bonne idée de dire bon, je vais cuire de la viande, pas pour moi, hein, moi je ne prends pas ça là, mais il y a toute une équipe de travailleurs à la maison, je vais leur cuire leur viande. Il prend la viande donc des non-juifs qui travaillent chez lui, il les fait cuire dans la casserole. Sachez que ça, c'est interdit rigoureusement. Parce que vous mettez de la viande dans une casserole qui a contenu du lait dans les dernières 24 heures, donc au moment où on cuit la viande, le lait va sortir des parois de la casserole et il va se cuire avec la viande et donc on transgresse l'interdiction de bichoul, bassa bechalam. Vous vous rendez compte? Par contre, si la casserole est ena batioma,
Si la casserole a contenu du lait, mais il y a plus de 24 heures, 25, 26, 2 jours, 3 jours, mais moins de 24 heures, excusez-moi, plus de 24 heures. Prenons l'exemple, lundi matin, on a fait du lait, mardi le lendemain à midi, il y a plus de 24 heures qui sont passées. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdiction de cuire, pour un juif, quoi, qui voudrait cuire de la viande non cachère pour des ouvriers qui sont à la maison, des femmes de ménage, il n'y a pas formellement une interdiction de cuire cette viande avec ce lait. Pourquoi? Parce que le lait qui est dans les parois, il a passé 24 heures, il est ce que l'on appelle noten tam livgam. Il donne un mauvais goût. Il s'est édulcoré, il s'est abîmé dans les parois. Donc, le goût de lait qu'il va donner dans la viande est complètement abîmé, donc ce n'est pas interdit. Bon, je ne pense pas qu'on a souvent l'occasion de faire ça, mais c'est bien de savoir. Hein. En tout cas, je pense pas avoir dit que je connais une jeune fille qui a été obligée de quitter son job parce que souvent, on lui demandait de réchauffer de la viande dans des marmites dans lesquelles elle savait pertinemment qu'on avait fait du lait le matin. Donc, finalement, elle a dit, je ne peux pas. Elle a essayé de s'échapper, elle a essayé d'éviter, etc. Finalement, on se rendait compte qu'un certain nombre de choses, elle ne pouvait pas le faire. Et donc, bon, elle a été obligée de démissionner. Voilà. Un petit résumé succinct de ce qu'on en a vu la semaine dernière. Sachez que ce sont des grosses et gouffées à l'achat, tout ce que je vous dis, c'est le programme des smicha, des rabbanout, des jeunes gens donc, qui veulent la smicha, c'est ce qu'ils apprennent. Alors, je vous écoute maintenant. Avant de passer à la suite, je vous demande toutes les questions qui peuvent vous animer maintenant, qui peuvent vous triturer. Allez-y, je vous écoute. Vous m'entendez? Allô, allô? Allô, oui, Allô? j'ai une question. J'ai une question. Les micros sont ouverts. Hein. J'ai une question. Si j'ai une casserole qui passe à riz, et j'ai attendu 24 heures et je cuis des pâtes dedans. Après, est-ce que je peux rajouter du fromage hors de la casserole dans mon plat? Ces questions, ça touche le sujet de Nat Barnat, c'est le sujet que je vais traiter ce soir. Ah, voilà, je vais en parler tout de suite. Dès que je finis les questions, je parle de ça. D'accord, ok. Voilà. Ok. Allez-y, une question. Pas d'autres questions? Allons, messieurs. Ça brûle ces questions, c'est tellement fréquent, tellement. Pas d'autres questions? Juste une question pour la forme, j'ai envie de dire. Du coup, vu ce que vous venez de nous expliquer, c'est que du coup, si une façon de s'arranger, ça peut être, je ne sais pas si ça se trouve, mais du coup, si on sait que c'est du lait d'ânesse qui a été cuit dans la casserole en question, on n'a pas à se soucier de savoir est-ce qu'on est à plus ou moins de 24 heures. Exactement. Bon. Exactement. Ça peut être une échappatoire. Je ne sais pas. Ça peut. On peut imaginer que… Si c'est un mélange, tiens, voilà. Si c'est un mélange de lait de… Alors là, si c'est un mélange, il faut savoir si le lait en question, il est batel. S'il est batel béchichim, donc ça ira. S'il n'est pas batel béchichim, donc dans la viande, vous allez finalement cuire la viande avec quelque chose qui n'est pas batel. Imaginons qu'il y a 1 litre de lait d'ânesse et 1 litre de lait de vache. C'est sûr que la viande va cuire dans les 2 vaches. Vous voyez? D'accord, donc en fait c'est l'arbellar minbemino quoi. Donc il faut chicher. L'arbellar minbemino, absolument, minbemino. Bon, Rabbi Yehuda dit ça plus belev lovatil. Nous on tient que c'est 8 batel berov minatora et miderabanan beshishim. D'accord, donc en fait l'échappatoire elle est quand même. Oh, je sais pas pourquoi la connexion saute, mais du coup bon pour résumer, ça peut marcher si on se dit qu'il y a 60 fois plus de lait d'ânesse que de lait de vache. Voilà. Okay. Sinon c'est problématique. Très bien, merci. Ou l'inverse, non, par contre là c'est peut-être plus fréquent, si je fais cuire du porc et qu'on a fait cuire du lait de vache avant, ça marche. Ah, ça n'est pas de problème, voilà. Voilà. Ça pas de problème. Exactement. Très bien. Donc s'il n'y a pas de questions, on va aborder donc les questions donc, du shiur d'aujourd'hui, qui a été déjà abordé par la question qu'on m'a demandé, c'est la sugia qu'on appelle Nat Barnat. Alors c'est un thème barbare. Rachetez-vot, Nat Nuntet, Bar Nuntet. Alors Nuntet, c'est Noten Tam. Bar, fils.
Nuntet, notentam. C'est du notentam bar notentam. Traduit du goût, fils de goût. C'est-à-dire goût, fils de goût. Si on cuit des pommes de terre avec de la viande, il y a du goût de viande qui va pénétrer la pomme de terre. La pomme de terre, elle a ta'am bassa. La pomme de terre qui a ta'am bassa, il est rigoureusement interdit de la mélanger avec du lait. Parce que le ta'am bassa en question va sortir dans le lait et ça va faire bassa bakhala. Supposons maintenant que plutôt que de cuire de la viande avec des pommes de terre, je fais cuire de la viande toute seule, sans pommes de terre, avec de l'eau. Hein, j'enlève la viande et je considère maintenant la casserole. La casserole, je la nettoie, elle est propre. Qu'est-ce qu'elle contient, cette casserole? Nos sages nous expliquent que lorsqu'on a cuit la viande dans de l'eau, même sans eau, hein, on fait griller de la viande, disons, sur un grill, sur une plaque en fer, ou avec de l'eau. Donc, vous avez le goût de viande qui pénètre la casserole. Donc, la casserole a été bolate, elle a avalé un goût de viande. Si maintenant, je fais cuire une pomme de terre, ou mes pâtes, ou mon riz, après, une fois que je nettoie bien la casserole, vous pensez bien que la pomme de terre n'a pas le même goût de viande que lorsqu'elle a été cuite directement avec la viande. Quand elle a été cuite directement avec la viande, il y a le goût de viande qui sort de la viande et qui rentre dans la pomme de terre. En l'occurrence, il n'y avait pas de viande dans le tafchil, dans l'eau. La viande qu'il y a dans cette casserole, elle a pénétré la casserole 2-3 heures avant, ou 5 minutes avant, peu importe. En tout cas, auparavant, avant que les pommes de terre n'arrivent. Donc, finalement, ce goût, il est rentré dans la casserole, et quand on fait cuire les pommes de terre, il ressort de la casserole. Nous disons que, on va les termes techniques, nous disons que la pomme de terre a avalé nat barnat de bassar, de viande. Ce n'est pas du nat, ce n'est pas du goût direct de la viande, c'est du goût indirect, c'est le goût de viande qui est rentré dans les parois et qui est ressorti des parois. Donc, ces pommes de terre, elles ont un statut de pommes de terre bassarites, mais un petit peu édulcorées. C'est des pommes de terre qui ont avalé un nat barnat de viande. Peut-on, avec ces pommes de terre, ça touche votre question, cher monsieur, tout à l'heure, ces pommes de terre en question, et prenez les cas fréquents chez vous, ce sont des pâtes qu'on a cuites dans une casserole bassarite, c'est du riz qu'on a fait, c'est des salades, c'est des pommes de terre, c'est des carottes, toutes sortes de légumes, toutes sortes d'aliments qu'on a fait cuire dans une casserole bassarite, mais sans bassar. Elle est bassarite parce qu'on a cuit du bassar 2-3-4 heures avant. Mais les pommes de terre n'ont pas été cuites avec du bassar. Peut-on manger, une fois qu'on a cuit ces pommes de terre, peut-on manger ces pommes de terre avec du fromage? La réponse est, alors je vais vous faire une réponse rabbinique, un peu oui, un peu non. Voilà, c'est pas oui, non. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas oui, non? D'après le Mechaber, d'après le Beit Yosef, Rabbi Yosef Karo, Psak des Sfaradim, pommes de terre, riz, pâtes qu'on a cuit dans une casserole bassarite, batioma, dans laquelle on a fait dans les dernières 24 heures de la viande, il est permis de manger avec du beurre, avec du fromage. Ça, c'est le psak du Mechaber. Je pense que le public qui m'écoute ce soir, en grosse majorité, c'est un public Chabad. Chabad est posé comme le Rama. Le Rama dit non, on ne peut pas prendre des pommes de terre, les pâtes, le riz, les salades cuites dans du bassari, vaisselle bassari, le mettre du côté khalavi et mélanger avec du khalab. C'est un sourd. Comme ça pense le Rama. Donc pour nous, chaque fois que dans le frigo, on a des aliments qui ont été cuits dans la vaisselle bassari, je dis bien la vaisselle, je ne parle pas avec du bassar. La vaisselle bassari, mais comme toutes les salades qu'on fait pour Shabbat, eh bien toutes ces salades, tout ce riz, ces pâtes, ces pommes de terre, on ne peut pas les mélanger du côté lait. Donc, s'il vous reste des pâtes de ce matin, on va dire,
ou de hier soir, il reste des pâtes, et le midi, le papa il demande à son épouse, écoute, tu nous as fait des pâtes dans la vaisselle Bassari hier soir, fais-moi ce midi, le lendemain, le midi, fais-moi maintenant des pâtes avec des pâtes au beurre. Et bien, sa femme, elle dit non. Parce que les pâtes ont du nat barnat de viande et le rama interdit. Nous, on fait comme le rama, donc c'est interdit. On ne peut pas. Maintenant, si vous allez dans certaines maisons sfardiotes, charidiques, qui font attention à tout, nous, on permet, le mechaber, il permet. Il permet nat barnat de viande avec du lait, on peut le faire. Donc, on transverse les pâtes, on transverse le riz, puis du côté viande, dans la vaisselle, lait, et on peut ajouter même du lait. Ça, c'est pour les sfardis. Pour nous, c'est interdit. Maintenant, j'avance. Est-ce qu'il y a certains intérêts pour nous? Est-ce qu'il y a certaines permissions? Les filles, minag, chabad, les filles minag, du rama. Il y a deux permissions. Alors écoutez bien ce point. La plus fréquente des permissions, si je vais commencer avec celle-là, c'est lorsque vous avez cuit des pâtes, des pommes de terre ou du riz, etc., dans la vaisselle bassari, mais qui n'était pas batioma. Ça veut dire que nous n'avions pas fait cuire de la viande dans les dernières 24 heures. Dimanche, on a fait cuire de la viande dimanche midi, et on est maintenant lundi soir, s'il vous plaît, ce soir. Il y a plus de 24 heures qui sont passées. Lundi soir, on fait cuire des pâtes. Les pâtes vont avaler le goût de viande, mais nat barnat, la viande qui est rentrée dimanche et qui est ressortie dans les pâtes. Mais en plus, cette viande, elle a eu le temps de s'édulcorer un peu en passant 24 heures dans les parois de l'ustensile, dans la marmite. Lorsqu'on a le tirouf, on a la jonction de ces deux éthérides, à savoir nat barnat et enobenyomo. Je sens que je dis beaucoup de termes techniques, j'espère que tout le monde me suit. Lorsqu'on a la conjonction des deux, on peut manger les pâtes avec du beurre ou avec du fromage. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Ça veut dire que chaque fois que vous avez un machal parvé à la maison, pommes de terre, carottes, tout ce que vous voulez, qui a été cuit bassari, du côté bassari. Qui a été cuit du côté bassari. Et vous voudriez prendre ces pâtes, etc., les manger avec du lait. La question que vous devez demander à votre épouse ou à la personne qui s'occupe de la cuisine, est-ce que ces pâtes ont été cuites dans une casserole bassarite batioma qui avait contenu de la viande dans les dernières 24 heures ou non? Si vous reprenez cette casserole, 3 jours que je n'ai pas mis de viande dedans, eh bien les pâtes, le couscous, les légumes, etc., vous avez le droit de manger avec du lait, même d'après le rama. Ça, c'est le premier terme. C'est quand même pas mal, j'ai envie de vous dire. Deuxième éther, je vais vous le donner aussi, en vous disant quand même, dans ce que je suis en train de dire ce soir, c'est un chiour que j'hésite souvent à donner. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de petits détails, les khatrila, les diavad, d'après le mechaber, d'après le rama, tellement de détails que les gens s'embrouillent. Personnellement, chez moi, pour mes enfants, mon épouse, je leur demande toujours de me demander à chaque fois. Ils connaissent la réponse, mais je leur dis, ne faites pas de mélange comme ça sans me demander avant. On peut s'embrouiller, benyomo, pagnomo, bediavad, waouh. Il faut le demander. Donc, je vous demande de faire attention quand même, de ne pas utiliser ces terribles qui sont parfaitement vrais, clairs et nets, mais il faut que ce soit clair sur le tête, pas s'embrouiller. Deuxième éther, nous avons dit que quand les pâtes, les légumes, le couscous, les pommes de terre ont avalé des bouts de viande benyomo, on n'a que nat barnat seulement, on n'a pas eno benyomo, on n'a que une svara, qu'une idée, si vous voulez, d'être mais qui n'est pas les deux, pas la jonction des deux, on ne mélange pas avec du beurre. Imaginons maintenant que ces pâtes, par inadvertance,
Bediavad, ça a été fait déjà. Ces pâtes, Becheskat Halavit, Bassari, qui ont été faites du côté Bassari, Ben Yomo, ont été mélangées. Ou bien, je vais aller plus loin. Vous allez dans une famille de Sfaradim, qu'il permet de mélanger avec du lait. Vous leur dites quoi? Vous mélangez les pâtes comme ça, qui ont été cuites dans la vaisselle de viande? Oui, non, Mechaber, il permet. Une fois que la chose a été faite, là je rentre dans un grand débat, est-ce que quand c'est permis pour la Sfarad, ça je ne vais pas profiter, je ne veux pas rentrer dans ce débat, hein, c'est un très très gros débat, c'est juste pour vous trouver des exemples, vous voyez, des exemples, que la chose peut arriver par inadvertance. Une personne n'était pas au courant, hein, ça arrivait récemment, une personne n'était pas au courant, il a pris les pâtes dans le frigo, il a mis du lait dedans. Après, la maman lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais malheureux? Les pâtes ont été faites du côté viande, comment tu mets avec du lait? Maintenant c'est du lait, c'est fait, il s'appelle le Rav. Le Rav demande, les pâtes étaient faites dans une casserole battue aux mains de viande? Il dit oui. Donc c'est interdit. Je sais, Rav, c'est interdit. Mais ce que je demande maintenant, c'est que mon fils il a déjà mélangé. Il a mis du fromage dedans. Je jette ou je mange? Je réponds, je mange. Très intéressant. Le Rama lui-même, Bedi Avat, si la chose a déjà été faite, si le mélange a été fait, il ne faut pas ruser, bien sûr. Il ne faut pas mélanger en espérant que, parce qu'on l'a déjà fait, c'est permis. Il ne faut pas ruser. Mais si ça a été fait par inadvertance, un enfant l'a fait, une personne n'est pas au courant de la halakha, mais on n'était pas bien clair dans sa tête, on était à moitié endormi, on a mélangé, sachez qu'il est permis de manger le mélange avec du lait et du fromage. Voilà, je vous ai dit en quelques minutes, vraiment encore une fois, des gouffées à la chôte, des choses très, très, très fondamentales dans les chôtes cacheroutes. Avant de passer à une autre étape dans ce limoud-là, je vous demande vos questions. Allez-y, n'hésitez pas. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Lorsque vous dites la casserole, elle doit être l'histoire de Ben Yomo, si par exemple dans la casserole viande, on n'a cuit que de l'eau, c'est-à-dire, est-ce que ça prolonge l'état de Ben Yomo ou non? Vous avez compris la question? C'est-à-dire pour que ça soit... Parfaitement. Je vais vous faire une réponse un petit peu mitigée. Je vous réponds, dans l'immense majorité des fois, ça ne prolonge pas. Ça veut dire que si vous avez fait cuire dimanche midi de la viande et dimanche soir de l'eau ou autre chose, on considérera que le lundi à midi, déjà c'est un obénémo, malgré le fait qu'on a fait une deuxième cuisson le lundi, le dimanche, à 8h ou 9h du soir. Alors, les raisons, il y a diverses raisons pour cela. Je peux vous donner une idée, c'est que, en supposant que la viande, le dimanche soir, ressort dans l'eau, donc elle va en quelque sorte se régénérer. Vous voyez? Et donc, oui, quand elle va rentrer, ça va lui donner un nouveau bail de 24 heures. C'est vrai qu'on peut dire comme ça. Sachez que beaucoup de postes qui ne sont pas d'accord, ils disent non, même que le goût de viande il sort dans l'eau, il re-rentre, il continue son processus de dégénérescence, il continue. À part ça, quand ça sort dans un liquide. Donc, ça se dilue. Ça s'appelle, on compte les fiamédouma, d'après la proportion. Et en général, au bout de 2 cuissons, il y a un bitoul béchichim. Je vous dis ça très très vite, madame. Il faut être un peu mathématicien pour comprendre ce que je viens de dire. C'est des grandes discussions dans les post-it, mais je dis en l'immense majorité des cas, non, la date, c'est la date où on a cuit la viande, pas la date où on aurait fait cuire d'eau un peu plus tard. C'est clair? Merci. Je vous en prie. Autre question? Allez-y, messieurs, dames, n'hésitez pas. Je vous ai dit des halakhot très très chachouot. Je suis en train de vous permettre des salades Cheskat Bassari du côté Halavi. C'est des grands chidouchim, ça. En général, on évite, bien sûr. En général, on ne veut pas faire des mélanges, mais bon, ça peut arriver quelquefois. Il reste un tas de choses au frigo, il reste des pâtes, on a envie de manger des pâtes au fromage. On a 2 kilos, on en a fait trop la veille, il en reste 2 kilos. On voudrait manger du côté lait. Ben, voilà. Si c'est un obénement, on peut faire le. Allez-y, autre question. Pas de question? J'ai une question par rapport à la première partie du jour, parce que je viens de réaliser, quand vous avez dit qu'on ne peut pas mélanger le poisson avec les laitages, vous avez dit
avec le lait et le fromage. Et même si le fromage il est très gras, ou alors vous avez dit le beurre et les crèmes, et l'autre côté le lait et le fromage. C'est bien, c'est ce que j'ai compris ou? Et selon ce qui est marqué dans les post-it, du fromage dur mais qui est très gras n'a pas un digne de beurre et de crème fraîche. C'est un digne de fromage. Alors, voilà. D'accord. Donc, ça le sort. lait, Hein. Il n'y a pas d'explication à donner parce que c'est des unanimes de sakana, ça, vous voyez. Donc, ce qui est marqué dans les post-it, on suit et c'est tout, vous voyez. Voilà. D'accord. Donc d'un côté, on a le lait et le fromage qui sont interdits avec le poisson, et de l'autre côté, on a le beurre et les crèmes qui sont permis, c'est ça? Exactement. Vous pouvez parfaitement faire un poisson à la crème, c'est permis. D'accord, merci. Voilà. Autre question? Oui, excusez-moi, j'ai une question. Allez-y. Si une challah a été cuite dans un four viande, est-ce que j'ai le droit de manger cette challah avec du beurre, par exemple? Alors, c'est une bonne question. C'est la suite de ce qu'on est en train de faire maintenant. Alors, si vous avez fait la challah sur une plaque de votre four viande qui a cuit, sur laquelle on a cuit de la viande. Je commence par ça, puis on va voir les autres cas. Ok. Très souvent, on fait ça dans des moules, donc ça ne commence même pas dans mon cas, vous voyez, mais disons, voilà, je connais des femmes qui vont vous mettre, ça sur une plaque avec du papier sulfurisé. Sulfurisé, c'est rien du tout, parce que c'est du papier, donc c'est comme s'il n'y en avait pas. Donc, votre pain, il prend un adbarna de viande. Il y a le goût de viande qu'on a fait auparavant sur la plaque, qui est rentré dans la plaque, qui sort dans le pain. Donc, dans ce pain, vous avez un adbarna de viande. Donc, il ne faut pas manger avec du lait. D'accord. Ok. Maintenant, vous me dites, OK, je fais très attention, je fais toujours mes chalotes dans des moules, ou bien je prends toujours la précaution, quand je prends mes plaques de four, je mets une bonne feuille de papier aluminium solide, voilà, pas déchirée, etc. Ce qui fait que ma challah sera en contact non pas avec la plaque elle-même qui a le contenu de la viande, mais avec du papier aluminium dessus. Papier aluminium, donc ça ne va pas traverser. S'il y a de la viande dans la plaque, le goût de viande dans la plaque n'aura pas la force de sortir de la plaque et de rentrer, traverser le papier aluminium pour ensuite rentrer dans votre pain. Auquel cas, le pain reste complètement neutre, à la condition. Deuxième condition, c'est sur vos épaules, madame, que votre four soit propre. Ne pas me faire ça dans un four où sur les parois, ça soigne de graisse de poulet à l'odeur. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, d'accord. En 2 mots, je résume. Si le four est propre, c'est sur vos épaules la propreté. Hein, vous vérifiez, c'est propre, il n'y a pas de problème, j'ai nettoyé, c'est propre, je ne vois pas de graisse, je ne vois pas d'huile. Et que deuxièmement, vous avez fait vos chalotes ou dans un moule ou sur du papier aluminium, votre pain, il reste parfait, vous pouvez le manger dimanche matin avec du café au lait. Très bien, merci beaucoup, Rav. Je vous en prie. Autre question, allez-y. C'est des questions très fréquentes, ça, et on a vraiment besoin. Je connais beaucoup de gens qui jettent leur chalote le dimanche parce qu'ils disent, bon, ça y est, ça a été fait dans le four de viande. Par contre, faites attention. Je ne vous permets pas les chalotes qu'on traînait sur la table de Shabbat, hein, parce que si ça traîne sur la table de Shabbat, on ne sait jamais. Hein, il y a des éclaboussures, les enfants, ils ont les mains pleines de viande, ils touchent la challah. Je parle des chalotes qui n'ont pas traîné sur la table. Ou alors, si elles sont sur la table, vous faites attention que personne ne les touche. Je sais que dans certaines maisons, elles sont avec la mappa et sur le plan en verre ou en bois et que personne ne touche. Ça, dans ce cas-là, c'est bon. Ok. Allez-y. Autre question. Allez-y, messieurs, mesdames, n'hésitez pas. Bon. Si d'autres questions vous viennent, vous me les posez. On va passer maintenant encore à un autre registre. Ce principe que je viens d'exposer, de Nat Barnat, etc., le riz, les pâtes quand il est cuit du côté viande, quand la casserole n'était pas batiomar, on passé 24 heures, on peut manger avec du lait, quand ça passait 24 heures. Il y a un bémol. Et vous allez tout de suite comprendre. Imaginons que ce que vous avez fait cuire, ce n'est pas des pâtes dans la marmite à la vie. Vous avez fait revenir des oignons, vous avez fait revenir de l'ail,
elle fait venir des poivrons, des piments, ce qu'on appelle davar harif. On rapporte aussi du citron. Tous ces légumes sont harifim, sont piquants. Et un légume piquant, il a la faculté, écoutez bien le point, que lorsque vous les cuisez dans une marmite bassari, comme tous les aliments, il va extirper le goût de bassar de la casserole. Mais si c'était une pomme de terre, si c'était une carotte qui va extirper le goût de viande, elle va avaler le goût de viande. Si ce goût de viande a passé 24 heures dans les parois, il est édulcoré, il est abîmé. Donc, ce goût de viande ne va pas infester, ne va pas rendre ma pomme de terre bassarée. Elle reste neutre. Par contre, si ce que je suis en train de faire revenir maintenant, en train de cuire, c'est quelque chose de harif, la harifout, le côté piquant, a une double force. Il a la force d'extirpation, d'extirper le goût de la marmite, et il a la force aussi d'être, je dis le mot technique, machvé les shvach. Qu'est-ce que ça veut dire machvé? Il le rend shevach. Il était abîmé, il était pagoum, il était noten tam nidgam, il donnait un goût édulcoré pas bon à ce que je fais cuire après. Par contre, si l'aliment en question qui extirpe le goût de viande, il est piquant, il va régénérer, voilà, je retrouve le mot, il va régénérer le goût de viande qui a passé 24 heures dans les parois de la casserole. Vous voyez, il est mâché des chevaux. Alors que dans la casserole, après 24 heures, si je pouvais extirper le goût de viande et puis le goûter, je verrais que c'est un mauvais goût de viande. Et donc, le fait de pénétrer dans des pommes de terre, ça, c'est pas un sourd. Mais si j'extirpe ce goût de viande avec davar harif, avec du citron, etc., alors là, le citron, il a un corps de régénérer ce goût-là. Donc, tous les termes que je viens de vous donner, ça ne part pas de davar, avec davar harif. Donc, si on a fait cuire davar harif dans un ustensile, même pas beignomo, même s'il n'est pas beignomo, alors là, ça sera interdit de le mettre du côté lait. Alors, je vous donne tout de suite un exemple, de descendre ça dans notre quotidien. Vous préparez une pizza au fromage. Et puis, quelqu'un, il a trouvé des oignons au frigo, il a pris des oignons, il a mis des oignons sur la pizza au fromage. La maman demande, mais qui c'est qui a mis ces oignons là-bas? Un enfant, il dit, c'est moi, je sais que ça a été coupé avec un couteau qui n'a pas contenu de viande depuis 2-3 jours, donc c'est la maman de lui répondre, mais pas du tout, pas du tout. On a coupé les oignons, on a coupé le citron avec un couteau, certes, pas beignomo, mais le citron et l'oignon ont régénéré le goût de viande. Donc, cet oignon et ce citron, ils ont un goût de viande lishvar, positif. Donc, quand tu le mets dans la pizza, eh bien, tu as une pizza au fromage qui a un goût d'oignon à la viande. Et ça, c'est extrêmement problématique. Vous voyez? Donc, les principes que je viens d'établir sont valables dans la mesure où l'aliment que l'on cuit, que l'on coupe, ne sont pas des aliments piquants, clarifiés. Voilà donc une exception à la règle de Nalparnat. Alors, allez-y, posez-moi des questions. Je pense que ça doit réveiller des événements dans votre cuisine parfois. Allez, dites-moi vous-même des questions. Alors, moi, je n'ai pas compris parce que dans une casserole viande, alors on fait cuire de la viande, mais on est toujours en train de faire cuire des oignons, même 3-4 jours après. Donc, finalement, la casserole, elle est toujours beignomo. Ils sont bassarés. Vos oignons, non, la casserole n'est pas beignomo, la casserole. Mais les oignons ou le citron ou la chose arrive que vous faites cuire, elle devient bassarée. Ah, d'accord, mais pas la casserole. Non, la casserole, elle ne reste pas batioma. Elle reste non batioma. Mais chaque fois que vous mettez quelque chose de dishvar, quelque chose de piquant, le piquant, il va extirper un petit peu du goût qu'il y a dedans et il va le régénérer. Mais ça n'empêche pas que tout ce qui reste dedans reste pas boum. Ça ne change pas là-dessus. Je dis pas que, je comprends votre question, madame. Je ne dis pas que quand je cuis des oignons, alors l'oignon, il va régénérer le goût qui est à l'intérieur des parois. Ça, je ne dis pas.
J'ai dit le goût qui sort de la paroi dans l'oignon, il est régénéré. Ah, super. D'accord, merci. C'est une grande nuance. Voilà. Bien attention, c'est une grande nuance. Allez-y, autre question. Messieurs, dames. On rentre dans le tréfond de la halakha. Pas d'autres questions? Il n'y a pas une opinion, même toute petite opinion, que si on a fait une faute, eh ben, c'est quand même cachère. Si par exemple on ne savait pas cette halakha et qu'on a mis donc cet oignon, eh ben, alors ça reste quand même cachère, d'après une opinion. Et si on a mis l'oignon avec du lait, vous voulez dire? Oui, si on a coupé un oignon avec voilà, un avec couteau, viande, et on ne savait pas et on l'a mis dans la pizza, il n'y a pas une petite opinion qui permet quand même oui, cette pizza? le Mechaber, il apporte une chita, le Mechaber, le Bet Yosef, il apporte une chita, hein, contient pas ce principe de mashvé des chevaux, que quelque chose qui était pas goum, il se régénère. Il y a une chita comme ça. Mais moi, je vous donne les psakim d'après le Rama. Effectivement, il y a une chita comme ça qui dit que ça ne se régénère pas. Même avec le Harif, ça se régénère. Il y a une chita. Oui. Mais nous, on ne tient pas cette chita-là. Oui, d'accord. Voilà. Merci. D'autres questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, bon, il reste que quelques minutes. On va faire des travaux pratiques. Ce matin, j'ai fait un café au lait. J'ai remué ma casserole de café au lait avec une cuillère. Et puis le midi, je vois une personne qui est en train de faire cuire de la viande. Il prend la même cuillère et il remue la viande avec. Qu'est-ce qu'on fait? Malheureux, on a une cuillère de lait, et tu es en train de remuer. Un tafil de viande. Alors, ma cuillère, elle est là. Et je sais que ma cuillère, je ne sais pas si vous l'avez vu sur l'écran, elle s'est trempée jusqu'ici à moitié. Alors, je vais faire les comptes suivants. Je vais prendre la partie de cuillère qui a été plongée dans le lait, dans la viande, et je considérais que tout le volume, alors on est marqué de considérer que tout le volume de la cuillère était baloin, complètement plein de lait. Donc, il faut que je calcule le volume de cette cuillère à son milieu, on va dire. Je sais que j'ai trempé jusqu'au milieu. Bon, si vous savez compter, vous pouvez compter. Et disons qu'on est arrivé à 10 cm3. Disons 10 grammes. 10 cm3. 1 cm3 d'eau, c'est 1 gramme. Donc, il faudrait que dans votre marmite de viande, il y ait 60 fois 10 cm3. C'est-à-dire 600 cm3. 60 fois 10, c'est 600 cm3. Ça veut dire 600 grammes, en gros. Si à 600 grammes, tout votre tafil, il est cachère, les batel béchichim, et la cuillère, il faut la cachériser. Parce que c'est une cuillère de lait qui a avalé de la viande maintenant. On la cachérise. Mais vous sauvez le tafil, le repas. Si par contre, dans le volume de cuillère qui était trompé dans la viande, il n'est pas annulé par 60 fois son volume, par exemple, comme j'ai dit, il y a 10, et dans la casserole, il y a 500 grammes, 500 cm3. S'il y a 500 cm3, 500, ce n'est pas 60 fois 10. Donc, tout le tafil de viande devient interdit, parce qu'il a pris le bassin de halal, et il faut toujours cachériser la cuillère. Ça arrive, des fois on fait les comptes. Comment est-ce qu'on peut compter? Je peux vous donner un moyen, on va dire simple, c'est pas tout le monde est capable de connaître le volume d'un cylindre, d'une sphère, etc. Bon, il y en a qui savent moins. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un verre gradué, un biberon, vous le remplissez à ras-bord, et puis vous rentrez la cuillère jusqu'à moitié ici. Et il y a de l'eau qui va déborder. Ensuite, vous enlevez la cuillère qui était trempée jusqu'à sa moitié, et vous voyez combien le niveau d'eau qui était dans le biberon a diminué. Si vous avez un bon biberon bien gradué, ça va vous donner exactement le volume d'eau qui est tombé, qui est sorti du biberon
du fait que vous ayez failli faire pénétrer la moitié de la cuillère. C'est un moyen, empirique, je vais dire, un moyen empirique de pouvoir connaître le volume d'un objet, même s'il est complètement biscornu. Hein, vous remplissez une marmite, des fois on sait le kéli. Kéli, il est taillé, mais il y en a certains qui font pile 1000 grammes, 1 kilo. Vous remplissez ça à bord, vous rentrez le kéli en question, vous voyez combien va déborder du kéli, et puis vous regardez. Vous pouvez savoir la perte en pesant, par exemple. Avant, il pesait 1 kilo, maintenant il faisait 910 grammes. Donc, vous savez que le volume, c'était 90 cm3 de 120 grammes. Voilà un moyen de connaître le volume en question. Voilà. C'est compris? C'est clair? Des questions là-dessus? Ou c'est bon? Alors, si c'est bon, je vais finir avec une. Je ne sais pas si je vous en ai parlé la semaine dernière. Imaginons que, bon, vous savez très bien, j'en ai pas beaucoup parlé, j'en parlerai peut-être la semaine prochaine, qu'il y a un certain temps d'attente. Combien est-ce qu'on attend après un repas de lait? Combien est-ce qu'on attend après un repas de viande? Bon, en général, on tient qu'il faut attendre 6 heures après un repas de viande pour prendre du lait. Bon. Imaginons que vous avez mangé, à midi, vous avez mangé un repas de viande, à 2 heures, vous êtes au travail, et vous avez un petit bonbon halavi, un petit gâteau halavi. Vous faites la bracha Baruch Ata Hashem Borei Bili Mezonot. Et juste avant d'avaler votre gâteau, vous vous souvenez que vous avez mangé de la viande. Est-ce que j'ai le droit de goûter un petit peu ce gâteau pour éviter de faire une bracha levatala? Ou bien non. Il vaut mieux faire une bracha levatala plutôt que de goûter un gâteau lacté après un repas de viande. Oui, question intéressante. Et qui malheureusement arrive. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de discussions dans les post-it sur cela. Je vais vous donner un sac communément admis. Si 1 heure est déjà passée depuis qu'on a fini de manger la viande, 1 heure, sha'a'achat, dans ce cas-là, vous croquez le gâteau pour éviter la bracha levatala et vous arrêtez ensuite de le manger. Mais vous le croquez. D'où ça sort 1 heure? 1 heure, ça sort tout simplement que dans le temps d'attente après la viande, le Rama dans le Shulchan Aruch rapporte une chita chashuva. Certains rapportent c'est la chita du Zohar. C'est qu'il suffit d'attendre 1 heure. Après 1 heure de viande, avoir fini de manger la viande, on peut prendre du lait. On ne tient pas cette chita. On est marmères tous, vous savez bien, 6 heures. Mais comme cette chita existe, il y a une chita qui dit qu'on peut, au bout d'1 heure, manger du lait ou du fromage. On s'appuie sur cette chita pour éviter de faire un bracha levatala. Et je vais rebondir et terminer avec cela, que sachez que cette chita où on attend 1 heure, on peut même s'appuyer dessus l'echatrid a priori en cas de besoin. Qu'est-ce que ça veut dire en cas de besoin? Pour les enfants qui ont pris de la viande le soir et puis il leur faut absolument leur biberon avant de dormir. Une femme enceinte, le médecin lui dit vous avez besoin de fer, etc., manger de la viande. Elle mange de la viande, elle mange 3-4 bouchées de viande, après elle dit j'en peux plus, je peux plus. Par contre, franchement, je ne vous cache pas qu'un yaourt, un fromage, ça m'arrangerait bien. Eh bien, cette femme enceinte, cette personne malade, qui a mangé de la viande, qui voudrait manger assez rapidement du lait, on peut s'appuyer sur cette chita qui dit après 1 heure, on a fini la viande, on peut prendre du lait, on peut s'appuyer sur ça pour prendre du lait. Donc là, je vous donne 2 éthérides. Premièrement, les khatria, on peut permettre ça pour un malade, un cholé, une femme enceinte, un enfant, première chose. Et betiavad pour une personne qui n'est pas malade, mais qui a fait la bracha, par inadvertance, il a fait la bracha 1h15, on va dire, après avoir fini la viande, eh bien, il a le droit de croquer le gâteau au fromage ou au beurre, dans la mesure où il a dépassé l'heure, et donc il peut s'appuyer sur le beurre. C'est intéressant de connaître ça, cas du cerf. Allez, on finit avec 1 ou 2 questions, et on va, en ce qui nous concerne, on va aller prier Faire Marie. Alors, des questions? Pas de questions?
Oui, excusez-moi, j'ai une question par rapport aux cuillères que vous avez donc énoncées tout à l'heure. Ça m'arrive souvent, en fait, je fais une tisane dans un bol halavi et j'ai mélangé ma tisane avec une cuillère bassari. Quelles seront les conséquences pour le bol, le contenu et la cuillère en même temps? Comment ça se passe? Écoutez, madame, les ratridas, il ne faut pas faire ça, vous savez. Bon, je suppose que vous le faites par inadvertance, hein, vous oubliez, Oui, par etc. inadvertance, tout à fait. Bon, Oui. par inadvertance. Sachez que dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de problème. L'immense majorité des cas. On n'a pas besoin de Parce que, cachériser. je vous dis non, il n'y a pas besoin de cacher, dans l'immense majorité des cas. Pourquoi? Parce qu'en général, la cuillère en question, que vous appelez viande, bassari, elle n'a pas touché de la viande dans les dernières 24 heures. Elle a peut-être traîné dans la vaisselle de viande, mais elle n'a pas touché de viande, vous voyez. Ah, ok. Et le bol en question, et dans la mesure où elle n'a pas avalisé de viande, donc, même si dans le bol en question, vous avez fait votre thé, il y a eu dans la journée du lait, dans votre thé, il y aura un nadbarnat de lait, parce que c'est le lait qu'on a fait le matin qui est sorti dans l'eau, et qui est rentré dans le kéli et qui est sorti dans l'eau. Donc, c'est du nadbarnat qui va rentrer dans votre cuillère. C'est du nadbarnat dans la cuillère, c'est cachère. Dans l'immense majorité des cas, votre vaisselle, dans le cas, vous m'avez dit, bien sûr, ça reste cachère. Parce que vous avez fait un thé qui est parfait. D'accord. D'accord, merci beaucoup, Rav. Je vous en prie. Messieurs, dames, je vous dis bonsoir. À très bientôt. Je ne sais pas, je vais voir avec Gérard pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est, si je ne m'abuse, je crois que c'est Youtet qui se lève. Le lundi soir prochain, c'est des fêtes de Youtet qui se lève. Donc, je préviendrai si je pourrais assurer le cours. Et si les gens seront. Peut-être ça c'est conciliable avec les horaires. Mais ce n'est pas sûr, hein, parce qu'il y a une grande fête par chez nous de Youtet qui se lève avec Fabien et tout. Alors, bonne fête, Bessimra, Botou Levar. Kotou, Kotou, et Rev Tov. Rêve tov.